Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier beaucoup les organisateurs de ce colloque de m'avoir permis de parler d'Henri Pichette, puisque vous aurez peut-être constaté que c'est la seule communication qui traite d'un auteur qui n'est pas vivant, on va pas dire, pour ne pas dire qu'il est mort. Et donc ça veut dire que je travaille à partir d'archives. Et du coup, je pense que ça peut aussi permettre, en dernier ressort, de réfléchir à ce qui reste de l'émotion face à un enregistrement. Peut-être que je n'aborderai pas ce point-là dans ma communication, mais j'y pensais comme ça, et ça peut être aussi une question à laquelle on s'intéresse après dans la discussion. Alors, je voudrais ouvrir cette communication sur les lectures à une voix de Henri Pichette par un propos d'Adrienne Monnier, la célèbre libraire de la rue de l'Odéon à Paris. C'était une fervente admiratrice des Épiphanies, l'œuvre la plus connue d'Henri Pichette, dont j'ai apporté 2 exemplaires, parce que je pense que ça vaut la peine, peut-être je ferai circuler, ou vous viendrez voir, l'édition originale chez K Éditeur et l'édition décidément définitive de 1998. Elle avait assisté à leur version scénique en 1947. Donc c'était avec Gérard Philippe, Maria Cazares, Roger Blin, et elle avait beaucoup aimé. Et simplement, elle raconte dans une étude qu'elle consacra à l'œuvre en 1948, à la sortie du livre dans sa forme imprimée, la déception qu'il a saisie à la lecture de la pièce dans le livre. Elle avoua être harassée, je reprends son terme, harassée par cette lecture, préférer le livre fermé au livre ouvert, la représentation à la lecture solitaire. L'édition originale de 1948, pourtant, ne manquait pas de charme visuel. C'est une espèce de partition, enfin de tentative d'équivalent visuel de la représentation, de la performance scénique. Mais pour Adrienne Monnier, grande lectrice s'il en fut, le texte des Épiphanies présentait des faiblesses qui entravaient son plaisir de lecture. Elle était pourtant très bienveillante dans son étude. Elle donnait des conseils même à Pichette pour réécrire ce qu'il a fait. Dans sa conclusion, elle écrit, je voudrais citer ce passage, « Il y a des jours où ça colle, on est tout ébloui. D'autres jours, on ne voit rien, vilain temps, on marche sur des aiguilles de pin, sur des cigales mortes. Le plaisir de la lecture avec Pichette est comme l'amour de son paradis, météorologique. » Donc elle définit l'émotion littéraire comme une espèce de courant capricieux, instable, qui passe ou ne passe pas selon l'humeur du récepteur. Donc il y a là, il me semble, de la matière pour une réflexion sur les émotions littéraires. Il y aurait des jours où le lecteur serait capable de recevoir et d'aimer une œuvre de ce genre, et d'autres jours où celle-ci le laisserait froid, indifférent. L'émotion ne viendrait donc pas tant du texte lui-même que de l'état d'esprit, l'état de disponibilité dans lequel on se trouve pour accueillir en soi une telle œuvre. Sans doute, pour recevoir les Épiphanies, il faut-il un certain abandon. On parlait d'abandon hier d'ailleurs, je crois que le terme est juste ici. Quand on lit, on n'a pas cet abandon. L'esprit s'arrête, bute peut-être, tente de décrypter telle métaphore, qui sont si nombreuses dans les Épiphanies, revient en arrière, analyse, perd le rythme. Ce qui faisait sens ou sensation en bloc lors du spectacle, tente à s'effilocher dans le livre. Les Épiphanies apparaissent donc, me semble-t-il, comme l'exemple typique d'une œuvre à lire avec les oreilles, d'une œuvre à lire par la voix d'un autre. Henri Pichette, qui était donc très proche ami de Gérard Philippe, pour qui il écrivit le rôle du poète dans les Épiphanies, se fit une spécialité des lectures à une voix, et cela bien avant que ne se généralise en France la mode des lectures publiques d'auteurs. C'est un phénomène qui date surtout des années 80, dans l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui. En 1954, pour le centenaire de Rimbaud, il enregistre en 2 disques l'intégralité d'Une saison en enfer. Il me semble que c'est avec cette publication sonore qu'il donne existence publique à ce qu'il pratiquait jusque-là essentiellement devant ses amis. Georges Vitali, qui est le metteur en scène des Épiphanies, raconte en effet comment en fait, c'est une lecture des apoèmes par Pichette qui déclencha l'envie d'écrire les Épiphanies, d'écrire un poème pour la scène. Un autre indice de la fréquence de ces lectures privées nous vient du poème que Georges Perros, qui était un ami de Pichette, lui consacra dans Une vie ordinaire,
Ce poème qui commence justement par la figure de Pichette lisant. Je vous lis juste les premiers vers. « Ah, Georges, tiens, écoute-moi, cet alexandrin très nouveau, et de me lire Nucléa, l'œil enflammé, sa belle tête en extase. » Et puis il y a encore cette phrase de Jean Conille, philosophe, proche de la revue Esprit, tombé dès les années 50 sous le charme des lectures orales de Pichette, qui écrit « Je ne puis pour ma part décoller le poème des lèvres du poète ». C'est en fait un écho par cœur d'une phrase des Épiphanies. Donc, je voudrais essayer de comprendre ce que représente pour Pichette et pour la réception de son œuvre cette pratique de la lecture à haute voix par lui-même et de réfléchir, ce faisant, aux spécificités de la lecture octoriale en termes d'émotion littéraire ou autre chose. Donc, je montrerai d'abord quel rôle joue la pratique de la lecture en public pour Pichette dans l'élaboration de sa figure d'auteur. Puis, je m'attacherai à la réception de ces lectures, puisqu'il existe de nombreux témoignages. Et puis, je n'aurai pas le temps de développer la fin, mais en guise d'ouverture, je vous ferai écouter un extrait de la lecture, d'une des lectures de Pichette, dont on conserve l'archive intégrale. Et ça sera à l'occasion de nous demander peut-être ce que nous fait à nous, spécialistes de littérature, de lire par la voix d'un autre. Alors, si la plupart des textes de Pichette semblent être faits pour être transmis de bouche à oreille, ce sont des poèmes scéniques, ou bien il y a des poèmes discours des revendications, des poèmes offerts, adressés. Si ce mode de transmission littéraire se voit soutenu par une multitude de métaphores sonores et physiques, le poème comme saut périlleux, acte sportif, le poète en boxeur, prophète, éveilleur, tapageur, etc., rien n'oblige cependant l'auteur à se faire son propre lecteur. J'insiste sur ce fait. La pratique des lectures à haute voix que développa Pichette à partir des années 50 correspond à une forme de médiation singulière entre ses textes et le public, mais aussi entre lui-même en tant qu'auteur et le public. Donc j'analyserai cette pratique de lecture publique à la lumière de la notion de posture, telle que l'a forgée Jérôme Meizot. La posture, je rappelle, étant la manière qu'un auteur a de se présenter, se faisant de construire sa figure, non seulement dans son œuvre, mais aussi en dehors d'elle, dans les médias, face à un public, dans sa façon de parler, de se tenir, etc. Ce qui est frappant chez Pichette, c'est la coïncidence parfaite entre l'auteur comme personne, un individu avec son identité propre, l'auteur comme écrivain, c'est-à-dire la figure engagée dans le champ littéraire, et l'auteur comme inscripteur, le sujet de l'énonciation. Je reprends ces distinctions fort utiles à Dominique Magnaud. Et ce qui m'a intéressé, c'est que ces trois facettes octoriales, chez Pichette, se trouvent réunies et actualisées dans le moment et par l'acte même de la lecture à voix haute. En lisant en public, pour un public, Pichette élabore sa figure d'auteur tout en donnant corps à une certaine idée de la poésie et de l'authenticité en littérature, avec le paradoxe suivant, sur lequel je reviendrai rapidement, que sa voix est protéiforme, polyphonique et laisse entendre d'autres voix que la sienne. Donc je vous expliquerai d'abord ce que j'entends par cette posture d'authenticité. Là où l'auteur-inscripteur déclare au seuil des revendications, dans un texte daté de 1954-1955, c'est de bouche à oreille, d'homme à homme, que je porterai ma passion religieuse de l'existence. L'auteur-lecteur réalise cette déclaration et la met en acte. En 1950, dans un entretien radiophonique avec André Gillois, Pichette déclare qu'il n'a pas l'intention d'écrire toute sa vie. Je le cite, « Il est possible qu'un jour je fasse de la politique, le gouvernement de la cité, mais tel que l'entendait Jésus. C'est encore de la poésie, voyez-vous. Tout ça me tient beaucoup à cœur. » Donc faire de la politique ou de la poésie, en ce sens, c'est porter la parole. C'est aussi assumer le métier de poète comme un sacerdoce. En 1951, face à Pierre Béarn, un rien moqueur, Pichette affirme qu'il travaille alors à un poème de salut public. Cette expression me semble importante à noter. Et il s'agit alors de Nucléa. À ce moment-là, c'est encore le théâtre qui, pour lui, est le moyen de faire porter sa parole et d'agir sur le public. Comme Rimbaud, comme les surréalistes, comme Artaud, il s'agit bien pour Pichette, par le verbe poétique, non pas seulement par l'émotion qu'il dégage, mais par une sorte de commotion, on y reviendra, il s'agit bien de changer la vie. Donc, dans ces déclaration. De même, dans la lettre manifeste qu'il écrit à Max-Paul Fouché à l'été 1947, il écrit à propos des Épiphanies, il fallait pratiquer la levée du corps poétique. Et plus loin, toujours dans cette lettre, il écrit « Je devais dire et annoncer, c'est désormais mon métier, quitte à exciter les ris des maniaques de l'existence bouchée. »
Donc, avec ces lectures en public que Pichette développe à partir de 1958, d'abord à la télévision et à la radio avec 2 émissions coup sur coup en mai, puis en tournée dans les universités américaines à la fin de cette même année, c'est l'auteur lui-même qui entre en scène, qui se porte au devant du public, qui porte directement la parole sans intermédiaire. La manière dont Max-Paul Fouchet présente Pichette dans l'émission Lecture pour tous en mai 1958 se fait d'ailleurs complice de cette prise en charge octoriale de la parole lorsqu'il déclare aux téléspectateurs, je cite le présentateur ici, « Pichette n'écrit pas pour les seuls poètes comme tant d'autres. Ce n'est pas de la poésie pour poètes, c'est aux hommes que Pichette s'adresse. C'est nous qui l'interpelle. C'est à vous véritablement qu'il parle. Sa poésie est une poésie de salut public. » Et il reprend l'expression même de Pichette. Et Pichette de lire un extrait des Revendications qui viennent de paraître, justement un poème qui apostrophe le peuple, en levant régulièrement les yeux vers la caméra pour mieux s'adresser aux téléspectateurs. Ces derniers sont ainsi invités à entendre Pichette comme un poète qui parle, qui leur parle, et non comme un poète qui lit ce qu'il a écrit. Il me semble qu'il y a là un mode énonciatif à part entière qu'il faut prendre au sérieux. Donc ce mode énonciatif, un poète lit, mais en fait vous parle. C'est à la base du spectacle récital joué au Théâtre de France en 61, mis en scène par Jean-Louis Barrault, qui s'appelait « Guerre et poésie ». Dans ce montage anthologique de poèmes assemblés par Pichette, ce dernier est sur scène. Il ne dit pas les poèmes, mais il assume le rôle du récitant qui s'adresse au public pour faire le lien entre les poèmes qui sont entendus et l'époque que les gens vivent, pour rappeler le rôle de la poésie et inviter le public à entendre tout poème comme une poésie, comme une parole adressée. Je vous cite un extrait d'un texte qu'il a lu, qui n'est pas un poème, qui est une présentation, à la fin du spectacle. « Notre siècle est celui de la poésie en deuil. Guerre de conquête, guerre d'extermination, guerre civile, guerre coloniale, la guerre y est continuelle, tandis que droit devant nous, la folie s'enfonce dans la perspective terrifiante de la guerre atomique. Cependant, si douloureuse, si angoissée soit-elle, la poésie ne se renfermera pas dans le silence. Il est en elle de servir par le verbe et l'image. La poésie est une arme de la paix, un outil de choix qui fait la guerre à la guerre. Attachée qu'elle est à la planète natale, elle fait que les morts germent dans le cœur des vivants. » Ça, c'est un écho d'Éluard. Arrivée à ce point de l'ardeur, de la communion encore possible, elle commande à chacun de rentrer dans son devoir. Ouvrir les yeux, ouvrir la conscience, militer pour la paix, travailler à l'amour, subvenir aux besoins fraternels, aider à vivre, vivre, vivre. Tout un programme. Dans ce récital, Pichette ne fait donc pas œuvre de poète en tant qu'inscripteur, mais de passeur, de médiateur. Dans le texte qui ouvre l'édition imprimée de ce spectacle, Pichette écrit d'ailleurs « La conscience dicte son œuvre et je fais passer la voix ». Je fais passer la voix. Le « je » est ici celui de l'auteur lecteur ou diseur. Il me semble que lorsque Pichette lit les Épiphanies, il est aussi ce passeur. Il n'est pas celui qui a écrit et qui lit, mais celui qui dit. C'est une autre position. Ce qui est en jeu, c'est autre chose que la voix de l'écrit que théorise Christian Prigent. Il ne s'agit pas pour Pichette de vocaliser l'acte d'écriture, mais de faire apparaître l'écrit comme un dit. Donc, avant de m'attacher à la réception de ces lectures à haute voix grâce aux témoignages dont nous disposons, je voudrais m'interroger sur le paradoxe de l'effet d'authenticité de cette diction. D'une part, Pichette sonne plus authentique lorsqu'il lit des poèmes que lorsqu'il répond à des questions dans le cadre d'une interview. C'est très frappant quand on écoute ses entretiens à la radio. D'autre part, sa voix de lecteur semble tout sauf personnelle. Elle est mouvante, polymorphique, imitative. Mais là encore, le choix d'une telle voix de lecture concorde avec l'image d'auteur que Pichette cultive. Souvenons-nous de ces phrases qui ouvrent le 7e poème. « J'appartiens à la terre, je suis un rendez-vous. Plusieurs personnages ayant planté leur tente sur ma langue ou emménagé dans mon point droit, car désormais l'écrivain manœuvrera ainsi du point, et depuis c'est le réveillon de la révolte. » Si le poète est porte-parole, comme il le dit, son « je » n'est pas seulement autre, il est polyphonique. Je montrerai donc rapidement comment, dans sa diction, s'actualisent les liens très étroits qu'il a tissés à tous les niveaux doctorialité avec 2 figures majeures d'auteurs, Rimbaud et Artaud. Si l'on en croit les témoignages de ceux qui l'ont connu, Pichette fut jusqu'à la fin de sa vie d'un tempérament fougueux, colérique. Et il pourrait sans doute rentrer assez facilement dans la famille des poètes que Jean-Pierre Bobbio a définis comme bruyants.
Max-Paul Fouché, qui fut le premier à l'introduire dans le milieu littéraire en publiant quelques-uns de ses poèmes en 1947, se souvient, à la télévision, donc en 1958, du fracas et de l'insolence avec lesquels Pichette, tonitruant, avec ses allures de Rimbaud, ce sont les expressions de Fouché, s'était présenté à lui pour la première fois, avait fait éruption, plutôt qu'irruption, dit-il, dans son bureau. Déjà dans sa réponse à la lettre rouge que Pichette lui avait adressée, Fouché qualifiait Pichette de « jeune barbare sonore, bien acquis à réveiller le bruit lui-même ». Du moment que Pichette cultive cette part de lui-même pour la faire jouer dans le milieu littéraire, dans le bureau de la revue Fontaine, ce n'est pas là seulement affaire de personnalité, me semble-t-il, mais bien de posture. En tant que personne, auteur, personne, il fut lecteur épris de Rimbaud et ami et familier d'Artaud, qu'il rencontra à Ivry en 1946. Il lui lisait des passages des Épiphanies qu'il était en train d'écrire et il assista, frémissant, d'après les témoignages qu'on a, à la très marquante lecture-conférence du Vieux Colombier en janvier 1947. Il était là. En tant qu'écrivain, auteur-écrivain, il fut assimilé à Rimbaud dès les Épiphanies en 1947. Le milieu littéraire dit voilà, un nouveau Rimbaud a débarqué à Paris, en raison de sa fougue juvénile, irrespectueuse des conventions, des codes, des institutions littéraires. En 1954, quand il enregistre La Saison, il resserre encore les liens d'identification avec Rimbaud. Ce fut d'ailleurs reçu comme tel par la critique, comme on le lit dans des comptes rendus. Je passe là-dessus, mais on parle d'un compte rendu assez élogieux qui dit que Pichette s'incorpore le texte de Rimbaud, qu'il nous fait entendre le texte par sa voix. Concernant Artaud, Pichette écrivain se lia à lui dans le champ littéraire par une publication commune, tirée à 53 exemplaires, sous le titre « Xylophonie contre la grande presse et son petit public » en 1946. En 1956, dans une émission du Masque et la Plume, il devient la voix d'Artaud en lisant plusieurs de ses lettres à Jacques Rivière. Et puis, du point de vue de l'auteur-inscripteur, les liens tissés avec ces deux auteurs, Rimbaud et Artaud, sont également très nombreux. À Rimbaud, Pichette emprunte des thématiques, par exemple le poète en proie au diable, qui est le motif, voire le fil narratif et dramatique principal des Épiphanies, qui vient d'une saison en enfer. Mais il emprunte aussi des rythmes et des formules, tant dans les Épiphanies que dans les lettres arc-en-ciel, qui est son texte manifeste. Cette parenté de texture sonore entre les deux auteurs saute vraiment aux oreilles lorsqu'on écoute l'enregistrement d'une saison en enfer. Quant à Artaud, celui notamment des suppôts et suppliciations entendus au Vieux Colombier, nul doute qu'il n'est inspiré un certain ton de Monsieur Diable dans les Épiphanies, un ton qui s'actualise dans la voix nasale et rauque que choisit Pichette pour lire la voix de ce dernier. Je rappellerai aussi que Roger Blin, qui donc incarne Monsieur Diable dans les Épiphanies, joue en même temps, c'est au même moment qu'il travaille pour en finir avec le jugement de Dieu. De même, au cœur de son poème offert à Antonin Artaud, qu'on peut écouter dans le film de Gérard Mordillat, consacré à Artaud, Pichette fait sien le jeu d'Artaud et va jusqu'à imiter sa diction quand il lit le poème. Là, j'ai analysé ça en détail dans mon livre dont je pourrais vous donner la référence. On pourrait encore montrer la même chose avec Gérard Philippe, qui fut son ami proche et dont il reprend aussi beaucoup de choses dans sa diction. Je passerai là-dessus parce qu'il faut que j'avance. Simplement, je voudrais vous lire un passage du tombeau de Gérard Philippe, qui est un texte magnifique, et dans lequel on trouve un petit passage où il raconte la manière dont se déroulaient les séances de travail avec Gérard Philippe, autour de ses poèmes scéniques. Nombre de fois, j'eus à lui dire les Épiphanies ou Nucléa, lecture de travail, où, pour ainsi parler, il désirait que je lui donne le là. Il écoutait avec attention, absorption, comme s'il eût fait son miel des fleurs de rhétorique. Si quelque chose clochait, il se prenait à rire d'un rire pareil à de la pudeur ou à une évasion. Ça et là, il me faisait reprendre. Il proposait une nuance, il creusait, il notait. Je sentais sa mémoire sous le burin, son esprit en arrêt. Puis, un matin, tel un peintre qui distribue les couleurs, il disposait la palette de sa voix. Et, fort d'un ton, il se lançait, et mon oreille croyait voir les demi-teintes de l'amour, des éclats de joie au soleil, un camailleux de tristesse nocturne, la raison du poème sur un fond de folie. Il me semble que cette comparaison entre l'acteur diseur et le peintre disposant ses couleurs éclaire pertinemment la diction cultivée par Pichette.
Alors, la lecture à haute voix, pour un public, constitue chez Pichette le cœur battant de son travail d'auteur. Donc, je voudrais maintenant voir avec vous quelles ont été comment ont été reçues ces lectures et quel type d'émotions elles ont suscité. Henri Pichette a beaucoup lu les Épiphanies, poème scénique auquel il doit sa notoriété. Je vous rappelle, il l'a écrit à 23 ans, il l'a réécrit 15 ans plus tard et remanié jusqu'à l'édition décidément définitive de 98, soit 50 ans après la première publication chez K-Éditeur. Il fut d'abord invité à en lire des extraits dès les années 50, seul ou accompagné d'un comédien d'abord, avant de se livrer à plusieurs reprises à l'impressionnant exercice de la lecture à une voix. En 1965 d'abord, puis, donc c'est l'extrait que je vous ferai écouter, puis à Metz en 1971, à Draveil, à l'IFOCAP, l'Institut de formation des cadres paysans en 1977, puis au Théâtre du Lucernaire à Paris en 1979, à Rouen en décembre 1993 au Théâtre des Deux Rives, puis à Paris encore en 1995 avec d'autres soirées consacrées à d'autres poèmes au Théâtre du Rond-Point. Alors vous me direz, c'est pas tant que ça, puisqu'aujourd'hui les gens ils font peut-être plusieurs lectures par semaine. Là, ce sont des lectures qui sont éloignées parfois de plusieurs années, mais à chaque fois, ce ont été des lectures marquantes, et c'est une époque où les auteurs ne faisaient pas souvent de lectures. Un petit mot d'abord sur la forme particulière de spectacle que constitue le genre de la lecture à une voix. On trouve trace de ce genre de lecture, appelée aussi lecture à l'italienne, dès les années 20. Cocteau, par exemple, a lu intégralement Orphée et Oedipe à l'Université des Annales en 1927. De 1954 à 1965, Michel Polac fait de ce genre une série radiophonique, proposant de faire entendre sur les ondes, enregistrées en public dans des théâtres parisiens, des auteurs qui lisent leurs pièces. C'est dans ce cadre que Pichette est invité à lire les Épiphanies à un moment où il est en train de les réécrire. Ce spectacle, j'insiste, est un spectacle littéraire. Que ce soit l'auteur ou un comédien qui lise, il n'y a pas de décor. Le lecteur est assis à une table, le livre sous les yeux, et Pichette adopte ce dispositif sobre pour toutes ses lectures. Il n'y a pas de costume particulier, pas de décor, ni d'accessoires, hormis ceux finalement caractéristiques de la conférence, que sont la table et le verre d'eau. Alors simplement, on note un embryon de mise en scène avec la présence d'un chandelier, enfin certaines lectures d'un chandelier aux bougies allumées, ou bien d'une lampe à pétrole, selon les endroits, qui servait en fait à pallier l'obscurité pendant la scène du bombardement, puisque tout s'éteignait. Donc il y avait bien un petit embryon de mise en scène. Mais pour Jean Cony, ni la table ni le chandelier ne relevaient d'une quelconque mise en scène, mais étaient, je le cite, d'humbles signes pour relier l'auditoire, serré et entourant le lecteur à la parole qui lui était adressée. Alors, qu'est-ce qu'on recherche finalement quand on décide d'assister à une lecture d'auteur ? C'est quand même un cas de lecture publique bien particulier, la lecture d'auteur. Les réponses sont multiples et dépendent au fond des cadres de la lecture. On a déjà évoqué un petit peu ça hier. En fonction de qui lit, si l'auteur est connu, reconnu, inconnu, en fonction de ce qui est lu, ce sont des textes anciens, des textes en cours, de l'endroit où se déroule la lecture, bien sûr, de la manière dont l'auteur est présenté aussi, l'émotion du public ne sera pas la même. Et puis, il faut aussi compter sur l'horizon d'attente du public. Pour une même lecture, il y aura des gens qui connaîtront l'auteur et les textes lus, et d'autres non. Donc, on se doute bien que lorsque Pichette lit les Épiphanies devant une centaine de paysans réunis à l'IFOCAP à Draveil, c'est bien autre chose que lorsqu'il lisait le même texte pour les spectateurs de la Biennale de Paris au théâtre d'essai du Musée d'Art moderne en 1965. Je pense que ces éléments de sociologie du public et puis les conditions de communication propres à chaque lecture sont à prendre en compte quand on réfléchit à la question de l'émotion littéraire dans le cadre d'une lecture en public. Les nombreux témoignages d'auditeurs et de spectateurs dont nous disposons ont tous en commun d'être enthousiastes. Alors peut-être l'impression est-elle un peu biaisée par le fait que ces témoignages ont pour la plupart été rassemblés pour le cahier Henri Pichette numéro 3, une publication de l'association qui soutenait Pichette. Néanmoins, il me semble que la réception de ces lectures fut globalement positive. J'ai retrouvé notamment un témoignage plus précoce qui n'avait pas été recueilli par le cahier, qui date de 1950 dans l'émission que j'avais déjà évoquée avec André Gillois, et Gillois décrit les réactions de l'assistance, de manière assez étonnée d'ailleurs.
il nous parle de la femme de Pichette qui est là, éperdue d'admiration, débordée par le fleuve lyrique des épiphanies, je le cite, hein, par l'ardente chevauchée des mots et des images, par l'élan vainqueur de l'inspiration. Alors là, Gillois, il faut comprendre, il est très moqueur en fait, hein, il se moque. Mais il y a la suite est plus inattendue. Il parle d'étudiants venus de Grenoble. Alors il dit « venus peut-être pour chahuter Pichette, comme ils en ont l'habitude, et comme s'il fût un banal conférencier, et qui l'écoutèrent jusqu'au bout. » Voilà. Ce témoignage m'a intéressé parce qu'il n'est pas recueilli par les amis de Pichette. Ce pouvoir de saisissement du public, on le retrouve dans tous les témoignages, en fait. Tous disent également le contraste entre le dispositif plein de sobriété et l'éclat de la diction. Ce qui est rapporté comme caractéristique et cause de cet effet fulgurant de la lecture, c'est non seulement les jeux de timbre, de volume, de débit, mais encore la gestuelle, en particulier les jeux de main. Alors, je citerai qu'un petit témoignage de Pierre-Marc Cabru qui avait paru à l'occasion de la lecture au Lucernaire en 1979. Ses mains caressent des formes dans l'espace, elles virevoltent, elles papillonnent, elles dessinent, rapides, nerveuses, précises, elles accélèrent, elles ralentissent les paroles, elles les façonnent, elles les poussent, elles les accueillent, elles en modifient la forme et l'esprit. Mains de prestidigitateur, mains de chef d'orchestre, et qui ainsi donnent à voir les secrets du poète, élégante, diligente, affairée. Et voilà l'œil fasciné, l'oreille aussi. De sa voix, Pichette tire un monde, son monde. Elle est le bombardier là-haut, elle est l'éclatement soudain. Elle est la maison qui s'effondre, la balle qui siffle, l'enfant qui pleure, le diable qui ricane, l'amoureuse, l'étonnée, la douloureuse. Elle est le poème en action, l'instrument magique, la voix humaine dans sa profondeur et dans son étendue. Donc la lecture, on le voit, tient de l'hypnose, de l'envoûtement. On avait évoqué ça hier. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans beaucoup de témoignages, on retrouve l'idée qu'il ne s'agit pas d'une lecture comme une autre. Ni représentation, ni jeu d'illusion, la lecture des épiphanies par leurs poètes est une expérience tout à fait singulière. Nous assistons à un homme. Entre la langue, sa grammaire, son lexique et ses rythmes, et puis la poitrine, la voix, le visage, le regard et les gestes de l'acteur, existe une harmonie qui signe et signifie le caractère propre du poète et du poème. Ou encore, pour une autre lecture, Pichette s'engage tout entier dans son poème qui se manifeste à nous comme si nous étions à l'instant de sa création. L'ardeur qui l'anime, le souffle qui l'inspire font éclater les cadres de ce que l'on appelle communément la lecture, etc. Donc, Pichette n'appartient pas du tout au cercle de ce qu'on appelle les poètes sonores, pour qui on n'hésiterait pas à qualifier ces lectures de performance, de poésie performée, de poésie action. En même temps, sa conception de la poésie, définie comme sport de la pensée, dans le second manifeste, autoriserait qu'on parle aussi dans son cas, au pied de la lettre, peut-être dans le sens sportif, comme dans le sens artistique, de lecture-performance. Je voudrais simplement revenir très rapidement sur les réactions de ce public un peu particulier qui étaient les paysans de l'IFOCAP en 1977. On a le détail de leurs réactions, parce que c'est Jean Cony, qui était l'ami de Pichette, qui organisait cette lecture. Alors, Jean Cony écrit « L'effet fut fulgurant, au dire de tous. Dans le silence recueilli qui s'établit et se prolongea jusqu'au terme de la lecture, sans aucun bruit ni mouvement, on entendait les respirations calmes et communes, parfois doucement haletantes, comme si l'émotion venait à fleur de peau et se répandait dans l'atmosphère. » Et le lendemain de cette lecture, comme les paysans étaient en stage, il y a eu une discussion autour du spectacle. Et en fait, les gens, je vous résume, hein, ils ont parlé de leur vie. C'est-à-dire qu'avec un texte aussi étonnant et aussi a priori déconnecté de toute référence, explicite au monde dans lequel on vit, même si bien sûr ça parle de l'amour et de la guerre quand même, hein, et du délire, de la folie, bon. Mais c'est quand même un texte difficile. Les gens spontanément ont parlé de leurs expériences à eux, avec beaucoup d'émotion. Voilà. Alors évidemment pour Pichette, hein, ça a été, il a eu vent de ce retour de lecture, et pour lui c'était un succès. Hein. Ça venait renforcer, accréditer sa posture d'auteur. Et on le voit d'ailleurs dans un entretien qu'il eut juste après cette lecture avec Jérôme Garcin dans les Nouvelles littéraires. Jérôme Garcin lui dit « Votre œuvre, c'est une poésie écrite, c'est aussi une poésie parlée qui s'adresse donc directement par la voix aux autres poètes. » Et Pichette répond « Oui, vous avez raison. Et puis d'ailleurs, je ne publie pas, je fais une œuvre, je fais œuvre. » Récemment tenaient les épiphanies devant des paysans qui avaient de 20 à 50 ans. Eh bien, on était loin de la littérature, on était proche de la vie. C'est ça la poésie, la vie.
La poésie est tout sauf intellectuelle. Mon œuvre est un bouquet d'ignorance. Pichette oppose donc l'activité de publication au faire, le livre au poème. Je fais une œuvre, je fais œuvre, dit-il. Entendons ce jeu d'auteur, de créateur, au sens le plus plein du terme. Faire, c'est écrire et dire tout à la fois. Et le je, ici, en tant qu'individu, écrivain, inscripteur et lecteur, c'est l'œuvre. Alors, je vais juste terminer en ouvrant la réflexion, en vous faisant entendre quand même cette voix de Pichette, et en nous demandant ce que nous apprend la lecture d'un texte que l'on entend, nous, en tant que chercheurs aussi en littérature. Qu'est-ce que ça nous révèle du texte ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Alors, dans le cas d'une œuvre comme celle de Pichette, les enregistrements sont essentiels, en fait. Lire dans la confrontation avec un public fut pour lui une manière de reprendre son texte en bouche, si j'ose dire, pour l'entendre, le faire sonner et prouver sa consistance sonore. L'enregistrement de 65 constitue donc un jalon important dans la réécriture des épiphanies et nous servirait d'appui pour une étude de génétique textuelle, par exemple. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais déjà l'enregistrement nous sert à ça, nous, chercheurs. Mais si l'on convient que la lecture à voix haute fut pratiquée par Pichette comme un art, et qu'elle fut même au cœur de son art de poète, il faut aussi l'entendre et l'écouter pour elle-même. Donc, si on l'écoute de cette manière-là, mais là, ça demanderait un développement très très long, on est alors frappé d'entendre une diction qui est complètement hors norme par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Aussi bien parmi les poètes qui lisaient, qui cultivaient une diction recto-tono. Il y a beaucoup de débats dans les années 50 autour de la diction poétique. Pichette n'est pas du tout là-dedans. Donc ça détonne aussi bien par rapport à la diction des poètes de l'époque que par rapport à celle des comédiens, des dramaturges, des auteurs plutôt de théâtre. Si l'on compare par exemple avec les autres lectures à une voix de la série de Michel Polac, ce que j'ai fait, on se rend compte que Pichette est le seul des auteurs invités à lire de cette manière sa pièce, finalement à jouer les voix, à utiliser un ton très étonnant, jusqu'à faire corps avec tous ces personnages. Cette question du ton mériterait une étude détaillée. Je pense que pour la version publiée, je développerai ce point-là. Il ne s'appuie ni sur une logique des caractères, c'est plutôt le timbre de voix choisi qui définit le type de personnage, ni sur un naturel linguistique. Sa diction dessine la forme des phrases, révèle les périodes, fait ressortir certains mots en suraccentuant certaines syllabes, en allongeant certaines voyelles de façon quasi chantée. Et finalement, cette diction, vous allez entendre, plus qu'expressive, elle est vraiment spectaculaire. C'est un spectacle à elle toute seule. Simplement, juste pour finir en une phrase, Pichette, cette diction atypique, avec cette diction atypique, Pichette est de ceux qui ont fait naître à Paris, dans le Paris de l'après-guerre, l'envie d'une poésie à dire et non plus seulement à lire dans le livre. Il n'est pas un poète sonore, mais a contribué indubitablement à initier en France un art de la performance poétique qu'on retrouve chez Bernard Heidsieck ou aujourd'hui encore chez un Serge Pey, par exemple. Donc, avec lui, la pratique de la lecture à voix haute, il me semble, redéfinit vraiment le travail et la figure même de l'auteur. Nous avons déjà une petite demi-heure de retard, donc j'avoue que je ne sais plus. Bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. C'est difficile de passer après Pichette, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Je voudrais quand même commencer par remercier infiniment Aurélie, Bérangère et Marianne qui m'ont très gentiment proposé, bien qu'étant organisateur, co-organisateur, soi-disant co-organisateur de ce colloque, et je vous prie de croire que je ne me suis pas programmé moi-même. C'est plutôt embarrassant, mais d'un autre côté, c'est aussi très exaltant. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion. Alors, juste d'abord quelques mots sur le titre même de cette intervention. Puisqu'il fallait donner un titre, j'en ai donné un. Lire ou écrire, il ne faut pas choisir. C'est évidemment une forme de boutade.
Aurélie, Bérangère et Marianne m'avaient demandé une lecture commentée, ce qui est un exercice paradoxal. Je vais essayer de laisser peu de place aux commentaires et plus de place à la lecture. Mais cela dit, au-delà de la boutade, il y a quand même quelque chose de sérieux. Certes, c'est toujours un très très grand bonheur que de pouvoir confier ces textes à la voix d'un autre. Excusez-moi, je cherche l'endroit où il y a le moins de réverbération, mais je ne sais pas si ça marchera. Donc, je disais que c'est vraiment en soi un... Là, non, tant pis, on fera avec. C'est profondément magnifique pour un auteur de pouvoir confier ses textes à la voix d'un autre. Et j'ai eu la chance d'avoir des lecteurs particulièrement justes à chaque fois, comme Daniel Mesguich, Marianne Denicourt, Anne Alvaro, Axel Boguslavski, enfin, quelques autres, et c'est toujours très, très troublant, très bouleversant. Mais en même temps, et c'est bouleversant au-delà de l'aspect narcissique de la chose, qui est évident, qu'on ne peut pas nier. C'est très, très étrange d'être ventriloqué comme cela, avec une telle justesse. Il y a une expérience de l'altérité qu'on peut faire en tant que lecteur des textes des autres et qu'on fait évidemment de manière exponentielle quand on entend les autres lire ses propres textes. Et en même temps, ce que je voulais dire par l'espèce de boutade de mon titre, c'est que lire publiquement ses propres textes, c'est encore... Et finalement, j'étais très heureux d'entendre que Pichette disait la même chose. Enfin, évidemment, il disait mieux, il disait plus tôt. Mais lire ses propres textes, c'est encore écrire ses propres textes. C'est continuer de les écrire, c'est les écrire autrement. Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant dans l'exercice. C'est peut-être aussi les écrire d'une façon un petit peu plus apaisée, parce qu'on les écrit de façon moins intime. L'intimité n'est pas nécessairement un moment joyeux, en tout cas pour quand on écrit. L'émotion par l'intermédiaire de la lecture revient d'une manière un peu décantée par rapport à ce moment de l'écriture. Et en même temps, le travail est du même ordre, il me semble. Le passage de la main à la voix se fait absolument sans rupture. Il y a un travail de continuité, de contiguïté entre le corps et le langage, et il s'agit justement de rétablir ce continuum entre le corps et le langage. C'est pour ça que la lecture publique me semble vraiment un moment clé de la pratique, pas simplement de la lecture, mais de la pratique de l'écriture. En soi, d'ailleurs, ça n'est pas nouveau, c'était quelque chose qu'on pratiquait de façon très, très, très naturelle en d'autres temps. On n'avait pas tous les moyens techniques que l'on a aujourd'hui, mais quand on lisait dans les salons, quand on venait lire ses œuvres dans les salons, ça participait aussi de ce moment. Là, il y a juste une chose, d'ailleurs, dans votre très belle intervention, Céline, qui m'a interpellé un petit peu, c'est le mot de posture. Parce que c'est affreux la posture, parce qu'on a l'impression que tout est récupérable, du coup, et quoi qu'on fasse, on va être dans une stratégie. Non, c'est pas forcément une stratégie, mais ça peut être inconscient. Oui, mais alors c'est pire, parce que si c'est inconscient, on est coincé, ça y est, c'est fichu, bon. Disons qu'on va, enfin, moi je le vis vraiment plus, comme on a parlé d'expérience hier, c'est cette question de l'expérience qui m'intéresse, et de faire la même expérience sous une autre forme, en réalité. Dans la mesure où lire ses propres textes, bah, finalement c'est écrire, mais écrire avec le corps des autres, écrire avec le silence des autres, avec la résonance que le corps des autres permet de donner au texte que l'on a écrit avant. C'est l'écoute, précisément, partagée, qui fait que tout d'un coup, on écrit autrement. C'est encore Claude Régis, pardon de le citer sans arrêt, mais qui dit qu'il s'agit de faire revenir le silence dans le langage. Ce que je trouve magnifique, et ce qui me semble être le travail, encore une fois, du comédien au théâtre, mais aussi de l'écrivain, quand il écrit, faire revenir le silence dans le langage. Alors c'est un peu particulier aussi de faire cette lecture commentée du wagon, comme vous m'avez demandé, qui est un texte un peu particulier dans ce que je fais, peut-être pas le plus représentatif, mais qui est le plus compliqué, en tout cas au niveau de l'émotion. C'est vrai que c'est quelque chose d'ambigu, de complexe, pour des raisons que vous allez très vite comprendre. J'ai choisi 2 extraits. Le premier est tiré d'une sorte d'avant-propos
texte liminaire. Donc ce sont deux textes qui ont des statuts un peu différents, évidemment. Et en même temps, le texte liminaire est complètement partie prenante du texte central, du roman. Alors la question du roman se pose, évidemment. Est-ce un roman ? Cet avant-propos, en fait, j'ai éprouvé le besoin de le rédiger après, en gros, avoir écrit les 2/3 du texte, dans une forme d'inconscience, pour le coup, totale. Et à un bout d'un moment, on se demande quand même, mais que fait-on ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Est-ce que c'est acceptable ? Est-ce que c'est tenable ? Et du coup, ce texte-là, liminaire, est arrivé vraiment d'une manière totalement nécessaire à un certain moment donné. Pour mémoire, le wagon est paru originellement en 2010 au Rouergue et a été repris en 2013 en Babel. 2010, il se trouve que c'est une année où, de manière totalement involontaire, sont parus, vous vous en doutez, puisqu'on ne sait pas ce que les uns et les autres écrivent, mais sont parus comme cela dans l'été, ou juste avant l'été, ou juste après l'été, une série de livres ayant tous trait à la question de la déportation, de romans ayant tous trait à la question de la déportation. Il y avait une forme de tabou qui s'est un petit peu qui est tombé, qui avait déjà été attaqué à plusieurs reprises auparavant, mais là, au moins dans le paysage littéraire français, quelque chose s'est produit. Et du coup, ça justifiait peut-être d'autant plus le texte liminaire qui m'était venu 2 ans auparavant, au moment de terminer le roman. Voici donc ce petit texte d'introduction qui vise en fait, et ça me permettra de ramener au propos du colloque, qui vise en fait peut-être à tenir l'émotion en lisière, parce que il ne s'agit pas de céder au simple pathos, ni pour celui qui écrit, ni pour celui qui lit, parce que le sujet, évidemment, ne s'y prête pas. Le 2 juillet 1944 est parti de Compiègne un des derniers trains de déportés. Le dernier train de Compiègne à Dachau. Mais il y eut encore des trains de la France vers les camps tout au long de l'été, très longtemps et jusqu'au début de l'automne, bien après le débarquement de Normandie, bien après la libération de Paris. Aussi incroyable que cela paraisse. Dans ce train-ci de 22 wagons, complétés des wagons d'escorte et d'un wagon de queue, avaient été entassés 2166 hommes, arrêtés par la police française ou par la Gestapo. Beaucoup étaient des résistants, pas tous. Certains étaient des collaborateurs, certains des délateurs. D'autres n'étaient rien. Ils avaient eu seulement le tort d'être un jour, à un endroit précis, où il aurait fallu n'avoir jamais été. Pour accomplir un trajet de 24 heures en temps normal, le convoi 7909 mit plus de 3 jours, par une chaleur accablante, dans des régions où l'on enregistra les températures les plus élevées de la période. Les conditions furent telles que 77 heures après son départ, on compta 536 cadavres, ce qui ne laissait plus au camp que 1630 rescapés provisoires, dont beaucoup encore allaient périr sans revoir la France. La grande majorité des survivants ne témoignera pas pendant des années, jusqu'à ce qu'un historien vienne les solliciter, les oblige à parler, les aide à parler de ce train tellement incroyable qu'on l'appela, comme dans un mauvais film de série B, le train de la mort. Parmi ceux qui ont parlé, il semblerait que la plupart n'aient laissé ensuite que peu de pages écrites. Beaucoup se sont tus définitivement, n'ont rien dit de plus que les quelques mots qui leur étaient demandés sur cette chose-là, pour ce livre-là. Je n'aurais sans doute jamais rien su de ce train si quelqu'un que je ne connaissais peu ne m'eût appris un jour son existence, et l'existence dans ce train de quelqu'un qui m'avait été proche. Et au-delà de cette existence, celle d'un grand silence, d'un manque, d'un trou vertigineux.
monstrueux. Un maillon avait manqué dans une histoire qui me touchait, dont je n'avais rien su. J'avais toujours cru que ce genre de trou, de gouffre, pourtant déjà devenu banal, ne s'ouvrait que sous les pas des autres. Alors, sans le savoir vraiment, mon corps a décidé pour moi ce jour-là qu'un jour il me faudrait aller plus loin que ces quelques mots échangés au cours d'une conversation d'apparence anodine. Aller plus loin et écrire sur ça. Parce qu'écrire m'était depuis longtemps une nécessité. Ces deux nécessités, écrire et chercher ce qui manquait à l'histoire, ce qui faisait ce défaut dans la chaîne des jours, ce qui faisait le silence d'une ou plusieurs vies au-delà de la mienne propre, face à elle bien ténue, se rejoignaient tout à coup. En même temps, j'ai toujours su qu'écrire sur ça m'était interdit, que je n'en avais pas le droit, et que je le ferais quand même. Que ce maillon qui m'était interdit, il fallait que je le restitue. Je n'en avais pas le droit, mais il fallait que je le fasse, et je l'ai fait. Un peu avant ou un peu après, je ne sais plus. Ne le sachant plus, j'ai compris aussi pour moi-même ce que c'était que l'oubli de ce qui est si intense que ça s'efface, ça efface le souvenir même, l'enchaînement, l'avant, l'après, la façon dont la vérité vous vient et vous emporte tout à coup, vous faisant tout oublier de l'ordre dans lequel elle a surgi et qui est un peu de la vérité elle-même. J'ai appris autre chose dont je ne pourrais pas ne pas parler, dont je ne pourrais pas parler. Alors, j'ai décidé quand même de parler de ce train. Parler de ce train, ce sera aussi parler de cette autre chose interdite, de cette autre histoire qui n'est pas plus la mienne, qui est la mienne aussi, qui est surtout notre histoire à tous. J'ai pensé qu'il était temps que, même si je n'avais pas le droit de parler pour quelqu'un d'autre, il me fallait parler, donner une voix à l'autre, prendre la place de l'autre, faire parler l'autre en moi. Cette chose obscène, il fallait que je la tente. Tout ce qui est raconté ici est vrai, tout ce qui est inventé ici est vrai aussi, bien au-dessous de la réalité. Ce n'est pas une fiction. J'ai dit qu'un historien avait enquêté, reconstitué, interrogé avec rigueur et précision des gens du train et hors du train. J'ai lu tout cela pour ne pas mentir. J'ai lu tout ce que je pouvais pour ne pas tricher, ne pas faire le malin, le moins possible. Mais même en sachant ce que je savais, en lisant ce que j'avais lu, je ne pouvais que mentir. L'inimaginable doit être imaginé. Là où aucune image ne peut se former, il faut former une image injuste. Alors, tout ce qui est raconté est faux, ce n'est pas un livre d'histoire, l'histoire est bien pire, irréelle, ceci est un roman. Un deuxième extrait qui est au cœur du livre. Mais voilà que le train s'arrête de nouveau. On écoute. On essaie de comprendre ce qui se passe. On guette le moindre signe d'espoir, la moindre chance de retrouver nos visages d'humains. Rien ne se passe. Jusqu'à ce que le train recule. On ne comprend rien, on n'ose pas espérer, on a raison de ne pas oser, de ne pas espérer. Le train s'arrête, on attend, on écoute encore. Dans le silence du wagon, je me rends compte que plus personne ne parle. Avec le bruit des roues, je n'y ai pas fait attention, mais ça doit faire longtemps déjà. C'est que la chaleur n'a cessé de monter depuis tout à l'heure, nous abrutissant toujours plus, nous assommant littéralement. Ceux qui le peuvent se collent contre les lucarnes ou contre les interstices de la porte pour attraper un peu d'air du dehors. Les autres, comme moi, qui suis trop loin maintenant, s'efforcent de ne pas bouger.
mon dos, mes mains, tous mes membres me brûlent. Il doit être 3 heures de l'après-midi, guère plus, on dirait que le soleil ne bouge plus, immobilisé comme nous dans cette fournaise, comme si tout s'était arrêté, comme si tout s'acharnait pour nous tenir suspendus dans cette fournaise, et tout nous brûle au-dedans comme au-dehors. Je me demande si ce n'est pas plus insupportable depuis qu'on nous a aspergés avec la lance. L'air humide est pire que celui que nous respirons depuis ce matin. J'ai la gorge en feu, comme si j'avais avalé de l'alcool sans déglutir, et mes poumons m'élancent à chaque inspiration, m'arrachent un cri dont je ne suis pas sûr qu'il soit muet. Bientôt, la tête me tourne tandis que ça s'agite autour de moi, que ça grouille autour de moi, comme un océan d'insectes grouillant d'un grouillement effrayant. Le silence laisse un peu la place à un bourdonnement incertain qui monte jusque dans ma tête. Je ne sais pas si c'est en moi ou si cela vient de cette masse autour de moi qui m'enserre, qui m'enferme, qui me ferme en moi, et je ferme les yeux. Je me dis qu'il ne faudrait pas fermer les yeux. Je m'entends me dire « ne ferme pas les yeux », mais mes paupières sont lourdes et ma tête plus encore. J'essaie de ne pas bouger, de me concentrer sur mon immobilité, sur celle du train. J'essaie d'arrêter ce vrombissement autour de moi, de traverser mes paupières fermées pour arrêter ce vrombissement, ce grouillement dans mes oreilles. Ce sont des plaintes sourdes qui ont recommencé à monter de tous ces corps, à monter de mon propre corps. Je ne sais pas qui se plaint de tout ça qui m'entoure ou de moi, de mes poumons qui brûlent ou de ce wagon dans lequel je vais mourir. Car je sais maintenant que je vais mourir ici, que je vais brûler vivant ici, me consumer de l'intérieur. Ça me traverse. L'image de mon corps brûlé me traverse. Je vois la peau qui se détache à l'intérieur. Je sens l'intérieur de ma bouche à vif. Je rouvre les yeux, brusquement réveillé par le bruit immonde d'un corps qui se vide. Je ne sais pas si c'est le mort de tout à l'heure, si c'est moi ou bien un camarade, mais un corps, tout d'un coup, s'est vidé et m'a ramené à la vie. La puanteur, autant que le bruit, m'a arraché à cette torpeur mortelle, puanteur de ce corps vidé, puanteur de nos corps pourrissant au-dedans comme au-dehors, de nos corps macérant dans nos sanies. Quelqu'un crie « De l'air, ouvrez-nous, par pitié, ouvrez-nous ». C'est mon voisin. On dirait que l'affreuse odeur du bruit abject, l'affreuse odeur, le bruit abject l'ont arraché, tout comme moi, à ce lent glissement vers l'inconnu. La voix se fait plus précise. Elle explique, savante, c'est la paille qui fermente et la sueur qui s'évapore. On n'aurait pas dû enlever nos vêtements. Ça fait de l'anhydride carbonique et l'urine, de l'ammoniac. On meurt intoxiqué. Alors, comme s'ils n'avaient attendu que ça pour se réveiller, comme si la conscience soudain leur était redonnée par ces mots, leur annonçant une mort idiote, abjecte sous le soleil, tous les camarades se mettent à hurler, à frapper les parois des pieds, des mains, certains de la tête, criant qu'on nous ouvre, qu'on nous donne de l'air, qu'on ne nous laisse pas crever comme des bêtes, qu'on ne ferait même pas ça à des bêtes. Ils crient, ils tapent, ils hurlent. Les pieds hurlent autant que les têtes. On se croirait dans un asile de fous, et sans doute sommes-nous déjà tous fous, eux, moi qui crie et hurle avec eux, moi qui m'étais promis de ne pas bouger, de ne pas gaspiller le peu de force que j'avais, et qui crie peut-être plus fort que tous. Plus personne ne peut nous retenir. Rien ne peut nous retenir de hurler au bord de l'évanouissement. Le manque d'eau était atroce ce matin, mais le manque d'air est abominable, pire que tout ce qu'on a déjà vécu, comme s'ils essayaient sur nous toutes les sortes de morts. Alors on tape, on se tue plus vite à taper, à hurler. J'entends un camarade à la lucarne appeler quelqu'un qu'il a aperçu, quelqu'un qui doit regarder sans comprendre ce train rempli de hurlements, quelqu'un qui ne doit pas en croire ses oreilles. Il lui crie d'aller chercher du secours, de nous sortir de là, mais c'est un coup violent contre la porte qui nous répond. Nous crions toujours, nous hurlons qu'on nous ouvre, qu'on laisse entrer de l'air. Un autre coup, suivi de plusieurs, ébranle la porte. Ce sont des coups de crosse, mais nous crions toujours, rien ne nous empêchera de crier, comme s'il ne nous restait plus que ça à faire, crier,
et pour ceux qui ne crient pas, recroquevillés, haletant, puis s'évanouissant, mourir au milieu de nos cris, car j'en vois plusieurs que leurs cris ont achevé, comme s'ils n'avaient pas attendu, comme s'ils n'avaient attendu que de crier pour mourir. L'un d'eux, derrière moi, se casse en deux. Je me retourne pour le retenir, lui relever la tête, mais je vois 2 pupilles dilatées, 2 trous effrayants à la place des yeux, et un autre trou grand ouvert, la bouche crispée, qui ne se refermera plus. Je le laisse retomber, je ne peux plus rien pour lui, je me remets à crier avec les autres. Je vois celui qui est à la lucarne prendre les barbelés à pleine main comme s'il ne sentait rien et essayer de les arracher tandis que le sang dégouline sur ses poignets puis ses bras. Il secoue le fer violemment, tape sur la planche, déclouée, que les barbelés retiennent toujours de tomber, quand soudain un coup de feu retentit, puis un autre. Alors tout s'arrête, alors nous cessons de crier. Je ne pensais pas que c'était possible, mais nous voilà de nouveau muets. La surprise a suspendu nos cris, et c'est la surprise aussi que je vois dans le regard du camarade à la lucarne, comme s'il n'avait pas réalisé ce qui lui arrivait, comme s'il n'avait pas senti la balle lui pénétrer le front, lui traverser la tête juste au-dessus de l'œil. Il reste un temps dressé, les mains crispées sur les barbelés, trempé de sang, tandis que ça coule aussi lentement de son front. Et lorsqu'il s'effondre, ce qui lui reste de main se déchire au grillage. Je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà très tard.